63% des dirigeants qui veulent vendre dans les 2 ans n'ont rien préparé. On a fait 50% en crédit vendeur et 50% c'était la trésorerie excédentaire qui était dans la boîte. On est concentré sur le processus de racheter et on oublie de penser le processus du moment où on a racheté jusqu'au moment où on va vraiment prendre le poste. 15 000 € de loyer annuel, 15 000 € fois un multiple de 4, 5, bah, tu te retrouves directement avec plus de 60 000 € de valorisation d'entreprise qui, si t'as pas fait le boulot à l'avance, là, c'est le repreneur qui va être très content. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu peux la vendre. Rentable et vendable, c'est vraiment 2 sujets différents. Cash Marek alors. Ouais. Comme s'il y avait un H. Ça vient d'où? Pologne. Ok. Mais t'es né à Lille. Ouais. C'est vrai, mes notes sont bonnes. Ouais. Et alors, je voulais pas te le dire avant, mais apparemment, on a étudié dans la même ville. Qu'est-ce que t'as foutu à Limoges? C'est vrai? Ouais, j'ai fait l'école d'ingénieur à Limoges. L'école d'ingé, l'IAE ou... 3IL. Ok, ça fait partie de l'université? Non, c'est une école privée qui dépend de la CCI. Ok. Ben écoute, je viens de Limoges. Voilà, Okay, je passe. Ben, personne n'est parfait. Et... Moi, j'adorais Limoges. C'est vrai? Ah ouais. En tant qu'étudiant? Oui, mais je sortais ma petite campagne de chez mes parents. Pour moi, c'était la grande ville. Ok. Et moi, oui, en tant qu'étudiant, c'était bien pour faire la fête, c'était pas mal. Ouais. Ok, donc voilà, c'était juste le point commun de Limoges. On n'est pas du tout parti dans le... Aujourd'hui, on est là pour parler... Alors normalement, on parle souvent de reprise d'entreprise. Ouais. Toi, tu as de l'expérience là-dedans, mais tu as aussi pas mal d'expérience dans la vente d'entreprise. Ça va être intéressant aujourd'hui. C'est un peu les sujets sur lesquels tu te focuses. Donc, on pourra en profiter justement pour, dans cet épisode, parler de ces sujets-là. Donc, tu m'as expliqué que tu avais racheté 2 entreprises en 2022. Oui. Avant de nous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait que tu es devenu repreneur d'entreprise et pas créateur? Ou est-ce que tu as déjà créé des entreprises avant et c'était quoi le shift? Ouais. Donc, moi, j'ai créé des entreprises à partir de 2013. Ok. De base, par rapport à l'informatique, parce que c'était mon chemin de formation, et puis j'étais consultant informatique. Ok. Je me suis installé à Bruxelles, en fait, au démarrage. Et c'est très commun là-bas de devenir freelance, et puis après d'avoir une petite structure, etc. Et donc, même sur cette structure-là que j'ai toujours, il y a quelques freelances qui bossent encore pour moi sur des anciennes missions. Enfin bref, ça fait un petit chiffre, je cherche pas à le développer plus que ça. Mais à côté de ça, j'avais lancé une société d'événementiel. J'ai eu une société qui a aidé les restaurateurs et j'avais le sens du timing puisque ça s'est passé pile au moment du Covid. Ah oui, donc j'étais en plein lancement et ils ont fait bon, on va tout fermer. Ouais. Donc il a fallu complètement pivoter, mais finalement ça a été une grosse opportunité parce qu'il y a énormément de restaurateurs en France qui savaient pas quoi faire, quoi vendre, comment le vendre, etc. Donc là, ça a été une grosse montée en charge. J'ai bossé avec un gars qui était, on va dire, sous-traitant et in fine qui m'a racheté le fonds de commerce de cette activité-là. C'était quoi? C'est un peu une agence marketing pour les restaurateurs? C'était déjà basé sur la rentabilité, en fait, augmenter la rentabilité. J'étais en train de lancer une formation comment mieux remplir votre salle. Ok, bon, pas mal. Il se trouve qu'avec le Covid, on a vite basculé sur comment vendre à distance, mais surtout comment faire une carte cohérente, etc. Ok. Et donc ça a été vraiment le shift où j'ai vendu la clientèle à la fin parce que voilà, moi ça m'intéressait plus spécialement de travailler qu'avec des restaurateurs. Et je suis tombé sur Sébastien Cerise que je connaissais de 3-4 ans à l'avance qui parlait de reprise d'entreprise. Ok, ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est le fondateur de... Comment ça Reprenariat. Reprenariat, en effet. Ouais. C'était un des premiers à... En tout cas, moi c'est le premier que j'ai vu les contenus en fait qui parlaient de ça. Et comme je l'avais rencontré, je sais plus, 2-3 ans à l'avance dans une conférence, on avait bien matché, on avait mangé ensemble le soir et tout, ça avait vraiment bien connecté. Quand j'ai vu cette proposition-là, je me suis dit, ok, ça peut être vraiment un axe très différenciant de reprendre des entreprises. Et ça avait du sens aussi, parce que créer des entreprises, toi-même tu sais, la montée en puissance, c'est toujours du temps, parfois des frustrations. Après, ça a un avantage, c'est que tu le fais à ton image. Ouais, après, il y a aussi le taux de réussite, faut être honnête, 8 fois sur 10, ça va pas au bout, ça passe pas le cap d'être une vraie entreprise. Oui, c'est ça. Et donc, la recherche de clientèle, la mise en place des équipes, etc. In fine, tu te retrouves à faire beaucoup d'efforts, des fois, pour faire un démarrage, et tu vois les fruits qu'au bout de 3-5 ans. Et donc, quand il parlait, lui, de reprise d'entreprise, c'est vrai que moi, j'étais au départ bloqué sur il faut beaucoup d'argent pour acheter une entreprise.
Et puis après, quand tu commences à rentrer dans les mécanismes de comment est-ce que tu valorises une entreprise, comment tu peux la financer, son rachat, là, ça ouvre des portes, en fait, parce que c'est un truc que pas beaucoup de monde comprend de base. Ok. Ben justement, je pense que c'est vrai que c'est un des points bloquants. Tu parlais des formations. Moi, je me plains toujours je me suis plaint l'autre jour, que les formations sur la reprise d'entreprise, en fait, elles te parlent de toute la théorie, mais à mes yeux, c'est après que tu as fait toute cette théorie que le vrai travail commence. Et moi qui, du coup, viens de passer 6 mois sur un process de reprise, je pensais m'y connaître avec quand même mon parcours. Et c'était découverte sur découverte, surprise sur surprise. Et le côté bancaire, moi, le premier, je pensais que j'avais pas les moyens d'aller acheter la boîte en question. Est-ce que toi, c'est un peu ça qui t'a débunké t'as cette pensée aussi, et lui t'a montré que c'était possible ou... Oui, c'est ça. Pour moi, il fallait signer un chèque de 100, 200, 300 000, ce que j'avais pas à ce moment-là, où j'étais pas, en tout cas, j'avais pas enclin de le faire. Surtout, la première fois où on reprend, c'est un peu intimidant. Tu sais pas vraiment sur quoi tu vas. T'as, toutes les formations, tout le monde autour de toi en parle. Enfin, tu te connectes à des repreneurs, tu écoutes les podcasts. Mais la réalité, c'est moi, j'ai commencé à regarder ça devait être fin 2020, début 2021. Okay. Il y avait déjà beaucoup moins de contenu. Et je me voyais pas d'aller mettre un énorme cachet pour reprendre une boîte. Et donc quand lui il expliquait la reprise d'entreprise sans apport personnel, etc., même si c'est pas vrai in fine, ou en tout cas c'est un très petit pourcentage des cas possibles, mais en tout cas le process mental a débloqué des choses, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi? T'es rentré, il y avait un problème de formation? Donc oui, j'ai commencé à regarder la formation et j'ai directement mis en application, vraiment comme un bourrin, quoi. C'est chercher des boîtes tous les jours, vraiment prendre un créneau de 1-2 heures, okay. pour arriver en fait à enclencher des discussions, apprendre à négocier avec des gens, faire des offres. Il y a des LOI qui sont acceptés et desquels on s'est retiré, avec mes différents associés avec qui j'étais sur les différents dossiers. Jusqu'à celle qu'on a signée finalement, et on a été faire les audits et on a été jusqu'au bout, jusqu'à la reprise. Donc là ça rejoint un point dont je parle tout le temps, qui est que pour vraiment apprendre à le faire, faut pas attendre d'être prêt, faut le faire. Quand tu dis qu'il y a des tu as fait des LOI au fur et à mesure, j'imagine que tu avais le template, et puis quand tu en as fait une vraie, tu t'es rendu compte qu'il fallait peut-être la détailler, etc. Tu as eu la première qui a été refusée, tu t'es amélioré avec la deuxième. Pareil, dans la négociation, ça se fait faisant, ça s'apprend en faisant. Ouais, je pense que la LOI, c'est pas tellement un point bloquant, parce que en général, tu fais appel à ton avocat, ou alors tu as un template assez détaillé, donc tu sais où tu mets les pieds. Mais c'est surtout la capacité de la faire accepter. Ouais, exactement. Exactement. Et ça, c'est un autre jeu. Que ça soit dans l'équipe de repreneurs qui se constitue, si tu es tout seul ou si tu es en plusieurs. J'ai pas fait de dossier tout seul, par exemple. J'ai toujours au moins eu un associé avec qui, je voulais combiner des compétences. Okay. De base, j'étais moins sur les chiffres, et mon associé était plus sur les chiffres. Et puis, il y a des entreprises qui étaient un peu plus industrielles. Et donc là, j'avais trouvé quelqu'un qui avait ce profil de connaissance des process industriels. Okay. Et donc, ça pouvait vraiment matcher d'être à 3. Mais après, il faut réussir à le vendre aux dirigeants, et aussi trouver les bons mots qui vont l'intéresser, quoi. Par rapport à quoi? Parce que les gens pourraient se dire, à partir du moment où un vendeur a un acheteur, pourquoi il y aurait besoin de le convaincre? Parce que c'est pas qu'une question d'argent, loin de là. C'est extrêmement émotionnel et personnel. La plupart des vendeurs vont vendre une seule fois dans leur vie. Oui. Tous ceux qui ont maintenant entre 55 et 60 et quelques, ils vont vendre pour aller à la retraite. Mais sauf que ça fait 15, 20, 30 ans parfois qu'ils ont leur entreprise, ils l'ont faite à leur image, il y a parfois leur nom sur la devanture. Oui. Et donc, ils cherchent quelqu'un qui va pouvoir perdurer la chose. Ils cherchent quelqu'un qui a un discours cohérent, quelqu'un qui va avoir aussi du match avec les équipes. Donc, c'est pas forcément la meilleure offre qui passe. Et nous, on avait eu ça sur une boîte de vente de produits surgelés à domicile. Okay. On avait fait une meilleure offre financière. Mais le cédant a vendu à quelqu'un d'autre qui était un peu moins disant, mais qui avait d'autres connexions et d'autres avantages. Ok. Moi, dans mon expérience, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le vendeur, en vrai, au niveau de la LOI, c'est lui qui est en danger, parce qu'il a plusieurs potentiels acheteurs, et s'il signe une LOI, c'est en exclusivité,
Et donc, il doit juger sur ta capacité à vraiment aller au bout. Parce que il a Oui, peut-être ça aussi, oui, il faut le rassurer sur ça. rassuré. Et lui, c'est un pari qu'il prend. Parce que finalement, après, tu rentres en exclu avec lui. Si tu vas pas au bout, pour des raisons X, Y, il peut avoir perdu 2-3 mois. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, ils peuvent choisir un profil qui met moins d'argent, mais qui est un gros fonds d'investissement où ils savent qu'ils ont l'argent, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de problème de financement, par exemple. Ouais, déjà, c'est rare qu'ils aient plusieurs LOI, Ok. l'une en face de l'autre. Mais par contre, s'engager dans une mauvaise LOI, ça c'est quelque chose sur lequel, maintenant que j'accompagne des vendeurs, je fais attention parce que la problématique, c'est une fois que tu as signé une LOI, potentiellement le dirigeant, il a déjà dépensé dans sa tête le montant qui est écrit dans la LOI. Sauf que si l'entreprise, elle perd en vitesse Ouais. au moment de la signature, le prix va changer parce que la LOI est indexée sur la réalité des chiffres au moment de la signature. Si la LOI se fait pas et que les chiffres ont baissé, après, il faut remettre un coup de collier pour relancer. Donc, c'est un vrai dilemme de choisir et de se dire, OK, est-ce que je suis sûr, quasi à 100%, même si c'est impossible à savoir, que c'est la bonne personne qui va aller jusqu'au bout. Je voulais revenir sur du coup ton process d'achat. Donc tu t'es formé et j'ai l'impression que tu avais du monde autour de toi parce que tu as trouvé des associés. Ça m'intéressera de savoir aussi comment tu trouvais ces personnes. Mais avant tout, tu disais que tu t'es mis à fond et tous les jours tu contactais des boîtes. Comment tu as créé ton deal flow? Est-ce que c'était avec tous les sites d'annonces ou est-ce que tu as aussi fait de l'outreach de boîtes qui n'étaient pas forcément en vente? Je pense que j'ai tout testé. Ok. Donc il y avait des boîtes qui étaient représentées par des cabinets, les Michel Simon ou les plateformes, que ce soit Samsara ou d'autres, Dotmarket ou même Fusac. Même si Fusac, j'en ai pas fait beaucoup parce que souvent il y a des gros cabinets en face qui ont des gros process. Et à ce moment-là, quand on est premier repreneur, je trouve que c'est pas forcément l'endroit le plus adapté. T'as l'impression qu'ils te prennent pas au sérieux? Ça, ou alors les valorisations sont faites pour faire de la croissance externe et pas pour un repreneur individuel qui vient de l'extérieur. Ok. J'avais fait aussi un lead magnet sur Internet qui était super bien classé sur Google entre 1 et 3 chaque fois que tu tapais outils valorisation entreprise. Ok. Jusqu'à ce jour, il est toujours dessus. Et il m'amène toujours des leads. Ok. C'est de là qu'est venue la boîte qu'on a rachetée. Donc là, tu as fait quelque chose d'assez original. Là. C'était très... Ouais, donc le niche. gars, il téléchargeait un fichier Excel, il pouvait calculer la valeur de sa boîte. Je pense que depuis la création en 2021, il y a plus de 3500 téléchargements de ce truc, de ce fichier Excel. Okay. Donc moi, ça a rempli ma newsletter. Toutes les semaines, j'envoie une newsletter. Donc au tout début, c'était orienté rachat. Maintenant, elle est orientée revente. Même si des fois je fais des contenus un peu dédiés pour les repreneurs ou pour les cédants. Et qu'est-ce que j'avais testé d'autre? Oui, envoyer des lettres, envoyer des emails à blanc. C'est pas là où j'ai mes meilleurs taux de réponse. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Donc bon, toi, tu as eu ce cas ultra particulier où tu as été vraiment malin, tu as fait ce gros hack. À part cette source qui était très personnelle à toi, entre l'outbound et débloquer des dossiers en ligne, c'est quoi les endroits où tu as eu le plus de retours intéressants? L'outbound est plus, comment dire, il est plus aléatoire parce que tu sais pas si la personne veut vendre. Alors que si elle est représentée sur une plateforme toute seule ou via un broker, a priori ils sont réellement en vente. C'est clair. Donc il y a une partie du process mental qui est déjà fait du côté du cédant, qui est je vais vraiment vendre ma boîte. Et ça, j'en parlais avec une dame qui est prospect ici sur Paris récemment, c'est que elle, ça fait genre 1 an et demi qu'elle pense à vendre, mais c'est vraiment seulement maintenant qu'elle s'y met. Mais si tu la contactes il y a 1 an et demi, elle va peut-être te dire oui, et puis elle va traîner à envoyer des trucs, ou elle va prendre son temps, parce que dans sa tête, c'est pas encore prêt, c'est juste, ok, j'ai envie de passer à l'étape suivante, mais c'est pas encore conclu. Et donc, il faut toute cette psychologie du cédant qui est de l'amener vers la cession. Et la plus grosse problématique que je vois, moi, c'est que le projet post-cession, s'il n'est pas défini, il fait retarder toute l'opération. Donc, si tu sais pas ce que tu veux faire après avoir vendu ta boîte, c'est tellement ton identité d'être entrepreneur, chef d'entreprise, gérant. Mine de rien, c'est un statut social. Tu fais partie, je sais pas, d'une association. On dit, ah oui, mais lui, c'est le patron d'eux. Et faire le deuil de ça,
si on n'a pas d'autres projets entrepreneuriels derrière, bah, ça peut expliquer pourquoi il y a des gens qui ont 65, 70 ans et qui sont toujours à la tête de leur entreprise parce que bah, ils peuvent pas passer à la suite, il y a rien en fait derrière. Donc entre une mort sociale et garder leur boîte, bah, ils préfèrent garder leur boîte et c'est compréhensible d'une certaine manière. Oui, et puis même si on part un peu dans la philosophie, quand t'as plus rien qui te fait te lever le matin et que t'as 65 ans, c'est là où peut-être tu vieillis plus rapidement. Bah, le nombre de divorces de gens qui sont entrepreneurs, qui ont vendu leur boîte et qui... bah, d'un seul coup, tu te retrouves 24-24 avec ton conjoint, ta conjointe. Ok, j'avais pas pensé à ça aussi. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein, parce que si t'as fait 60, 70 heures semaine depuis 15 ans, 20 ans, d'un seul coup, tu te retrouves avec une personne que tu côtoyais le soir et parfois les week-ends, à lundi, mardi, mercredi. Et donc, t'as un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Des fois, c'est aussi les conjoints qui poussent vers la cession. Donc, les gens vont se déclarer, oui, je suis à vendre, mais eux veulent pas. Ok. Et c'est fort parce que du coup, tu te retrouves dans une situation où, oui, il a envie, mais il n'a pas vraiment envie non plus. Ouais. Et tu peux vite perdre du temps, que ça soit moi de mon côté en voulant les aider à vendre, ou en tant que repreneur, de te dire, ben voilà, mais j'ai lui, ah oui, il est intéressé, sa boîte m'intéresse, et tu vas rester bloqué sur ce dossier-là pendant des années ou des mois, et en fait, tu vas pas avancer sur d'autres, et ça, je pense, c'est un gros point qu'il faut dire à ta communauté de repreneurs, c'est multiplier les dossiers, vous verrez lequel va jusqu'au bout, en fait, parce que tu sais pas, entre la LOI, les audits, le financement, le fait que le vendeur veuille vraiment vendre, t'as vraiment tout un panel de possibilités qui font que le deal va pas marcher. Ouais, et ça dépend, on va dire, à quelle étape tu en es. Si le but c'est vraiment de racheter une première boîte et que t'as un timing, tu te mets un timing limité, moi j'exclurais toute cette prospection de gens qui sont pas sûrs de vendre parce que du coup c'est un super, ça peut être une super opportunité, mais c'est un travail de long terme où tu peux faire des super deals et si tu es avec cette personne, tu l'accompagnes pendant 2-3 ans. Mais quand c'est le premier deal, aller sur les plateformes ou les gens qui sont représentés par des brokers, eux ont fait ce travail justement, peut-être des 6, 12, 18 mois pour éduquer psychologiquement, comme tu dis. Et t'arrives, ok, il y a une commission, ok, peut-être que la valo, elle est ce qu'elle est, mais la boîte, elle est vraiment en vente. Et il n'y a pas ce truc de, je sais pas, elle est multiple et ça dépend. Tout dépend de la situation dans laquelle on est, mais je dirais pour un premier deal, trouver un truc qui est vraiment en vente, qui est sûr. Oui, ça peut faciliter la chose. Après, tu peux aussi avoir un coup de chance, entre guillemets. Je connais un gars qui était dans la même formation que moi au démarrage en 2020-2021. Il a envoyé 3 courriers personnalisés à 3 boîtes et les 3 étaient vendeurs. Tu vois. Okay. Et d'un seul coup, c'est des gens qui sont pas représentés, donc forcément, tu peux mieux négocier en face. Il n'y a pas de photo. Si tu as quelqu'un comme moi maintenant qui aide des entrepreneurs à vendre leur boîte, on va te défendre une valorisation. Bien sûr. Et on sait comment ça fonctionne et on sait pourquoi ça vaut cette valeur-là. Sans chercher à aller trop loin et vouloir vendre trop cher. Mais quand tu prends des multiples qui sont dans les secteurs, quand tu prends la capacité d'autofinancement avec les critères bancaires qui font que ils monteront pas au-dessus de 70%. Donc chaque boîte a un prix maximum en fait entre guillemets. À moins de tomber sur un gars qui va arriver avec 2 millions qui veut rincer tout le monde, mais c'est pas tous les coins de rue. Oui, en tout cas, dans les boîtes classiques PME françaises dont on parle, on n'est pas dans le monde des startups et des VC où là, c'est totalement décorrélé. Et du coup, tu as acheté... Alors, comment tu as rencontré ces associés potentiels et c'est quoi finalement là où les boîtes que tu as fini par racheter en 2022 ? Donc les associés, j'ai rencontré au départ en ligne sur un forum de repreneurs, du coup, Reprenariat. Alexander qui a été celui, on va dire, le plus consistant en termes d'association potentielle et avec qui on a fini par reprendre les boîtes. Et en fait, on parlait de sujets financiers. Lui, il avait beaucoup plus cet aspect financier parce qu'il a un multifamily office. Donc, les chiffres, c'est plus son truc de base. Et donc, on a fini par racheter 2 entreprises dans les espaces verts du côté de Dreux. Comment t'en es venu justement, enfin c'était quoi tes critères et comment ils ont évolué et comment tu t'es dit ok ça rentre dans mes critères? On cherchait comme tout le monde une licorne dans le sens où qu'elle soit rentable, organisée avec un directeur, etc. On a regardé des entreprises qui n'étaient pas dans ce profil-là et où je pouvais me projeter d'être le directeur sur place. Mais celle qu'on a repris dans les espaces verts, il y avait un directeur opérationnel qui était associé minoritaire qui restait. Et ça a joué beaucoup pour nous en se disant ok, en fait on va pouvoir
directement se concentrer sur faire d'autres acquisitions, faire du build-up. Bon, il y a eu des péripéties. En tout cas, c'est vrai que ça, c'est la licorne, c'est un petit peu ce que tout le monde rêve d'acheter, et vous en avez réussi à en trouver une, du coup, comme ça. Ouais. Quelle taille, combien de personnes, je sais pas, quel chiffre tu as le droit de donner, chiffre d'affaires, valo, tout ça. Ça faisait donc les 2 boîtes combinées, parce que en gros, dans les espaces verts, tu as une partie qui est subsidiée par l'État, par les... comment ça s'appelle, les chèques services, titres services. Ok. Donc grosso modo, les gens ont un abattement d'impôt de 50% de ta prestation. Ça, c'est pour lutter contre le travail non déclaré, qui est pléthorique dans le domaine. Parce que quelqu'un qui va venir pousser une tondeuse, tout le monde se dit, bon, bah, je vais lui filer 15 balles et ça va aller. Donc pour gagner en compétitivité, tu as cette partie-là qui est vraiment soutenue par l'État à hauteur de 50%. Et il y avait la deuxième partie de la boîte qui était plus tout ce qui est pavé, clôture, ce genre de choses. Et le total, ça faisait à peu près 1,3 million, 1,4 million de chiffre d'affaires pour 23 à 24 salariés. Ok. Tu as le droit de donner plus de chiffres sur combien vous l'avez payé, les multiples, des choses comme ça, ou c'est pas forcément... C'est compliqué de donner ça. Non, mais... Mais on était dans des multiples de PME, on va dire entre 3 et 5, si on clarifie. Et après, tu as tout le mécanisme de la trésorerie nette. Donc, l'entreprise avait quand même il restait des morceaux de PGE, etc. Donc, ça diminue ton prix d'acquisition immédiat. Et ça étale le remboursement. Mais en soi, on n'a pas payé extrêmement cher. Mais c'était un bon prix, en fait, par rapport à l'occasion que c'était. Et puis, ça nous permettait, de nous concentrer sur la deuxième partie qui était faire grandir le groupe à faire d'autres acquisitions. Ok, et avant d'aller sur ça, parce que tu m'as dit avant que c'était le plan et c'était pas si simple, il y a des péripéties. Comment vous avez financé? Est-ce que tu veux nous parler un peu du parcours bancaire qui un peu effrayait les gens, comme on disait avant? Quand je disais qu'on a chassé une licorne, on y arrivait en fait. Oula, je sens le jackpot là. Non, on a fait 50% en crédit vendeur. À peu près, j'ai pas le pourcentage exact, et 50% c'était la trésorerie excédentaire qui était dans la boîte en fait. Waouh, ça fait pas beaucoup d'apport ça. Non. Ok, et la personne, donc le cédant qui vous a fait crédit vendeur, c'était quoi son profil? Il partait à la retraite, il restait un peu dans la boîte? Non, il avait dans la quarantaine. Lui-même avait racheté la boîte quelques années auparavant, donc il l'avait déjà, lui, grandi et structuré. Je crois que quand lui, il a racheté, il y avait une dizaine de personnes, il l'a monté du coup à 20, 23. Ok. Mais il n'était pas non plus du domaine, par exemple. Donc c'est pour ça aussi, quand nous, on a regardé cette boîte-là, c'est que le dirigeant n'était pas un mec qui connaissait comment on pose des pavés ou comment on taille une haie. Donc ça nous a aussi rassurés en se disant, voilà, on a le même profil in fine de développeur. Plutôt que de gars qui va aller faire la mesurer, faire des devis, etc. C'était pas du tout cette tâche, parce qu'il y avait un directeur opérationnel qui s'en occupait. J'aime beaucoup le mot que tu viens de sortir, le développeur. Le développeur de boîte, t'as l'opérateur, t'as le créateur et le développeur. Celui qui fait ce qu'il a fait, lui, passer de 10 à 20 si on parle en nombre de personnes. Pas mal ça, on va le noter. Ok, et donc... ça, c'est d'un point de vue général. Moi, c'est un truc que je vois là quand je veux aider les gens à vendre leur boîte. C'est que souvent, les gens ont commencé avec eux et une petite équipe, donc ils avaient les compétences techniques. Et puis, ils ont grandi au fur et à mesure. Ils ont peut-être 10, 15 personnes. Et quand ils veulent revendre, ils se disent « Ah oui, mais je trouve pas quelqu'un qui a ce profil technique. » Sauf que c'est plus exactement les mêmes compétences. Donc, on a besoin, c'est plus quelqu'un qui va pouvoir faire un peu de management, un peu de commercial, qui va être vaguement dans le domaine peut-être, et qui va apprendre le domaine technique pur et dur au moment de la reprise, même si ça ajoute forcément une tâche de complexité. Je veux dire, il y a des choses que nous, on avait sous-estimées clairement au moment de la reprise. Ça nous a fait faire des erreurs. On aurait pu les éviter si on était du domaine, à mon avis. Ok, et tu as dit que la boîte, elle était où par rapport à chez toi et ton associé? Vous étiez sur place ou c'était... Non, on n'était pas sur place. Donc la boîte, elle était à côté de Dreux. Et moi, j'habite principalement entre Bruxelles et Lille. Ok. Et alors, comment vous avez géré à distance? WhatsApp, réunion hebdomadaire. Avec le monsieur qui est resté en tant que... Moi, je me rendais sur place à peu près tous les 2 mois. Ok. Et c'était quoi, du coup, le
le plan, les rêves que vous êtes fait sur OK, on va faire tout ça dans les 100 premiers jours, on va faire x10 sur le chiffre d'affaires. Je sais pas si tu penses comme moi, mais c'est un peu ça souvent le business plan dans nos têtes. Non, on n'avait pas Ok. cette ambition-là. On voulait qu'elle soit stable déjà. OK. Et qu'elle reste dans sa rentabilité, qu'elle suive son plan de remboursement tranquillement comme on avait prévu. Et nous, on regardait pour faire des acquisitions pour agrandir le groupe. Donc, ça soit exactement les mêmes activités ou des activités connexes. Typiquement, on a regardé une société qui vendait des robots tondeuses, par exemple. Donc, c'est pas vraiment le même métier, mais en soi, ça reste dans le jardin. Potentiellement, quand on va faire un devis, si on nous dit que c'est trop cher, on peut lui vendre le robot tondeuse, l'entretien du robot tondeuse, etc. Donc, ça avait du sens de regarder ce genre d'activité-là. Et pourquoi tu dis qu'il y a eu des surprises, des péripéties? Donc, quand nous, on a repris, il y a eu des péripéties de travaux manuels, en fait. C'est-à-dire que tu as des gars qui se blessent. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment impacté parfois. Je me souviens d'un vendredi soir où il y a un gars qui s'est coincé le pouce avec une machine sur un camion, dans une porte de camion. Et tu passes ton vendredi soir, t'es chez tes amis, t'es sur ton téléphone à regarder les news, est-ce qu'il se passe aux urgences, machin, Ok. est-ce qu'il va garder son pouce ou est-ce qu'il va le perdre? Et t'es là, tu fais, ouais, super, on va boire une bière. Ouais, non, c'est... Donc tu vois, t'as plein d'enjeux émotionnels que moi j'avais pas, alors pas dire que j'avais pas anticipé, mais en tout cas j'avais pas réfléchi à l'avance. Et je pense que c'est aussi une problématique chez beaucoup de repreneurs, c'est qu'on est concentré sur le processus de racheter. Et on oublie de penser le processus de quand est-ce qu'on a racheté, enfin du moment où on a racheté jusqu'au moment où on va vraiment prendre le poste. Comment est-ce qu'on va opérer, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Ok. Je pense que c'est un aspect souvent sous-estimé. Tu t'es fait un peu... Enfin, donc, tu dis que tu l'as pas forcément assez fait. Si aujourd'hui tu devais le refaire, tu ferais cette liste de OK, voici tout ce qu'il y a potentiellement à faire comme action dans cette boîte, comme poste, comme rôle, comme to-do list, entre guillemets, et te faire ça je veux pas, pour te dire... il me faut cette personne pour combler. Je pense que j'aurais déjà mieux travaillé mes propres compétences managériales, par exemple. Parce que j'ai toujours eu que soit des salariés des boîtes chez qui j'étais délégué, en fait, en tant que consultant, soit des freelances, et c'est pas du tout la même manière de gérer ces gens-là que tes propres salariés. Ouais, mais est-ce que c'est ton job ou est-ce que finalement tu peux aussi te dire, moi je suis opérateur, enfin non, t'étais pas opérateur, c'était quoi le mot qu'on a utilisé tout à l'heure? Développeur, et il me faut un opérateur qui est bon manager. Ouais, et chacun mais in fine, c'est ta boîte. Donc Ouais. si les gars ils veulent plus bosser, s'il y a des problématiques, si ton directeur d'exploitation il est en conflit avec des gars, in fine, c'est à toi de choisir en fait ce qui se passe. Et la problématique qu'on a eue, c'est en étant à distance, tu as quand même beaucoup moins de contrôle, donc tu dois faire beaucoup plus confiance à la personne qui est à la tête. Et ça peut poser problème parce que tu as vu cette personne plusieurs fois avant d'acheter, mais il faut créer aussi la connexion avec cette personne. Quand je parlais de capacité de management, c'est aussi capacité de management de ton directeur. La manière dont tu fais passer les messages, etc., dont tu veux du message en retour, ne pas être noyé sous les informations, mais en même temps avoir les informations cruciales. Tout ça, c'est des petits trucs, en fait, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que ça n'allait pas forcément. Donc après, tu essayes de changer, mais c'est très difficile quand tu es rentré dans une relation d'une certaine manière, de la faire pivoter autrement. Donc maintenant, j'ai encore vu beaucoup de repreneurs derrière, etc. Je regarde encore pour moi-même reprendre des boîtes. Et je sais que le jour où je vais en signer une nouvelle, je ferai pas les mêmes choses de la même manière parce que j'ai grandi en compétences managériales, tout simplement. Ok, et puis c'est vrai que là, tu gérais à distance une entreprise ultra terre-à-terre. C'est pas pareil que de gérer une boîte 100% remote qui est, par exemple, dans le digital. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, avec cette boîte? Vous avez eu une opportunité de la revendre? Ouais. 2024, on a eu la possibilité de revendre à un gars qui faisait la même chose, mais la zone commerciale, on va dire, suivante. Ok. Et il habitait quasiment au milieu des deux, donc ça lui arrangeait bien. Nous, on n'a pas fait une énorme plus-value, enfin, on est quasiment à opération neutre, on va dire. On a appris beaucoup de choses, forcément, dont je parle juste à l'instant, le management, la manière de structurer, etc. On a essayé de faire des acquisitions, en fait, entre deux, et ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons différentes. Le dirigeant beaucoup trop impliqué, donc tu sais que tu vas pas pouvoir le remplacer. Donc si le gars il est là pour ouvrir les locaux à 6h du matin, envoyer ses gars en chantier, il ferme à 22h, où est-ce que tu vas trouver un salarié qui va être aussi
impliqué que ça, en fait. Et puis même d'un point de vue code du travail, Oui. c'est pas tout à fait vraiment légal d'avoir quelqu'un qui travaille autant, même sous le statut de cadre. Donc, soit il va te lâcher et tu vas te retrouver avec une entreprise ingérable en plus de celle que tu as, soit on a eu des problèmes aussi avec des entreprises qui étaient mal financées, donc le dirigeant a apporté beaucoup en compte courant d'associés pour financer du stock. Et au moment où on lui disait, on est d'accord sur le prix, on est à peu près d'accord sur les conditions de paiement, par contre, tu dois aller à la banque pour toi négocier que ça devienne un crédit bancaire qui couvre le stock, au lieu que ça soit ton compte courant d'associé. On lui a dit, si c'est nous qui le faisons après la reprise, jamais ils accepteront en fait d'avoir une sorte de double financement, on va dire, ou de nous accorder 2 fois du financement. Et donc ça, il n'en a pas voulu entendre un mot, donc ça s'est arrêté là. Et j'ai appris il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 semaines, qu'il a été faire l'opération et que maintenant il a vendu. Ok, donc tu l'as... Mais ça veut dire que c'était il y a... je veux dire, là on est mi-2026 quasiment, enfin fin mars. Donc ça veut dire que ça fait plus de 3 ans, voire 4 ans de délai, quoi. Okay. Donc la boîte a été déjà en vente il y a 4 ans. Ouais, donc lui, justement, et il vient de la vendre. Il avait besoin de faire ce parcours psychologique que tu décrivais avant. Voilà. Et alors aujourd'hui... Et à mon avis, il a eu aussi d'autres offres qui lui ont montré que si c'est toujours ça le problème, c'est que c'est un problème. Non, faut faire quelque chose. C'est pas juste un repreneur. Si t'as qu'un seul repreneur qui dit ça c'est un problème, tu dis est-ce que c'est vraiment un vrai problème ou est-ce que c'est le repreneur qui a un problème? Mais si tu as 3, 4, 5 repreneurs qui disent ça c'est un problème, au bout d'un moment, soit tu agis, soit tu restes avec ta boîte, mais c'est difficile d'en faire fi, quoi. Ok, et donc du coup, tu as eu cette expérience, tu as appris pas mal de choses, vous avez eu cette opportunité de vendre. C'est quand même donc ça, entre guillemets, c'est un chapitre qui est fermé. Le chapitre qui reste ouvert, c'est ce fil conducteur sur tu crées du contenu autour de l'achat, revente d'entreprise, t'aimes ça. Tu es à Paris aujourd'hui pour animer un apéro alors après apéro reprise, tu peux nous en dire un peu plus? Apéro transmission sur les initiatives que tu mènes pour un peu connecter la communauté. Oui, donc moi j'ai ma newsletter, il y a plus ou moins 1000 inscrits. Je la clean régulièrement en fait parce que je veux des gens engagés, donc qui ouvrent les newsletters, qui répondent, etc. Et je pense que la première fois où je l'ai fait, c'est fin d'année dernière. J'avais fait un déjeuner transmission. Et donc là, j'avais invité 6 personnes de ma communauté qui étaient repreneurs, cédants ou conseils. Okay. Donc avocats ou comptables, par exemple. Et c'était vraiment sympa parce que ça a amené de l'échange. Et puis moi, ça permet de rentrer, d'entendre aussi d'autres points de vue. Mine de rien, quand on est toujours focalisé avec le même groupe, ça pense d'une certaine manière et tu peux te déconnecter d'une autre réalité. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, j'ai remis ça après en janvier, et là je me suis dit ok, je viens sur Paris, autant en profiter, et j'avais pas le temps ce midi, donc ça devient un apéro au lieu d'un déjeuner. Ça va être pas mal aussi. Ouais, je pense que c'est le moment de passer un peu plus tôt à la phase de ce dont toi tu parles, enfin le type de contenu que tu fais toi, où en gros t'es là pour un peu former les vendeurs, enfin les vendeurs potentiels sur comment tu optimises, comment tu rends ta boîte vendable. Et j'ai l'impression que, et pareil du sujet de ce que tu viens un peu d'aborder, qui était le côté, si tu fais tout dans ta boîte et que t'es là, t'es l'homme clé, ce sera dur à vendre. Oui. Ça, c'est le premier critère le plus évident, en fait. C'est que si t'es l'homme orchestre, tu sais, avec les cymbales devant, la grosse caisse derrière, etc., la flûte dans la bouche, d'office, quand t'enlèves, le repreneur, lui, il se pose la question de est-ce que je suis capable de refaire tout ça? Et donc, s'il a qu'une seule compétence, c'est la cymbale, il va se dire, non, en fait, c'est impossible, quoi. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette image de l'homme orchestre, où tu les vois, les gars, ils jouent 14 trucs en même temps. Et parfois, tu as l'impression qu'il y a des entrepreneurs dont c'est ça la vie. Et ça leur va très bien, en fait. Et leur boîte, elle est rentable. Ça fait des années que ça tourne. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'ils changent intrinsèquement. La problématique, c'est toujours, est-ce qu'un repreneur va être capable de reprendre toutes ces tâches-là? Est-ce que les salariés sont pleinement satisfaits de leur situation, de devoir être toujours en dépendance de l'entrepreneur? Donc il y a plein de choses comme ça autour de la figure entrepreneur au milieu du jeu de quilles, qui peut être vraiment problématique de se dire, si j'ai le choix entre une boîte qui est à moitié décentralisée et une boîte qui est complètement concentrée sur le dirigeant, en tant que repreneur, on sait qu'on va aller plus vers la première. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire entendre de la part des cédants. Et je pense qu'il y a aussi
une problématique, c'est dans la manière dont c'est annoncé. C'est toujours, ah oui, mais on veut que... j'entends beaucoup de repreneurs dire, ah oui, mais je veux une boîte où le dirigeant fait rien. Mais en fait, on sait qu'en France, on n'est que sur un pays de TPE, PME. J'ai pas le chiffre exact, mais plus de la moitié des boîtes ont moins de 10 salariés. Donc tu peux pas dire en fait que le dirigeant va pas être impliqué. La question c'est, est-ce qu'il a quand même rendu autonome sur certaines tâches? Est-ce qu'il y a des processus? Est-ce qu'il y a des logiciels qui font certaines parties du boulot? Qui fait que le jour où tu vas reprendre, bah, effectivement, il faut faire quelque chose parce que le dirigeant, il fait pas rien. Mais c'est envisageable parce que c'est, par exemple, bah, aller faire du devis client dans ton domaine. Bon, bah, si tu as un profil commercial du domaine, tu peux t'envisager d'être le repreneur, d'être le dirigeant de la boîte et tu vas tranquillement vivre avec le salaire de l'ancien dirigeant, les bénéfices. Bref, tu te construis une belle carrière et c'est très bien en fait. Mais t'as un job plus. Oui, mais c'est la réalité de... J'ai pas le chiffre exact, mais Oui. 90% des entrepreneurs en France, c'est des jobs plus. Et aujourd'hui, ton activité, si je comprends bien, c'est t'as pas mal de personnes qui réfléchissent avant leur entreprise, peut-être via le simulateur Excel dont tu nous parlais. Entre autres, oui. Et toi, tu essaies justement de les aider sur ce parcours mental et aussi peut-être de structuration pour la rendre vendable. Oui, de toute l'optimisation en fait. Typiquement, j'ai discuté avec un gars qui avait une entreprise d'emballage industriel et il avait acquis une autre société quelques années auparavant qui était à un autre endroit, donc il y avait un deuxième local. Et en fait, en discutant avec lui, il s'est rendu compte de lui-même en fait que ce local est beaucoup trop grand, il sert beaucoup à rien quasiment. Ok. Mais sauf que c'était 15 000 € de loyer annuel. Donc, on a regardé son bail directement. Annuel ou mensuel? Annuel. Ok. Mais 15 000 € fois un multiple de 4, 5, bah, tu te retrouves directement avec 60, Qui servent à rien. plus de 60 000 € de valorisation d'entreprise qui, si tu n'as pas fait le boulot à l'avance, bah, c'est le repreneur qui va être très content parce que lui, il va casser le bail directement, il va prendre un petit machin qui lui coûte 10 fois moins. Ou même 20 fois moins. Et parce que la réalité des choses, c'est que bah, tu es dans une habitude, tu as la tête dans le guidon, et tu fais pas forcément attention à ces petites choses qui font que, d'un regard extérieur, moi je vais poser des questions vraiment des fois bêtes. Mais c'est genre, comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Comment est-ce que tu le dépenses? Comment est-ce que tu crées ton produit ou ton service? Et en posant toutes ces questions, il y a un moment, des fois les entrepreneurs vont se dire, ah oui, effectivement, attends, je suis en train de te raconter un truc. Et ils l'ont pas réfléchi parce que c'est juste ton quotidien. Toi-même, moi aussi, il y a des trucs que je fais sûrement par habitude qui sont complètement pas optimisés si on le regarde de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des podcasts, des trucs qui te font réfléchir sur ton business. Et moi, c'est ce que j'amène envers des entrepreneurs qui pensent vendre. C'est hyper intéressant parce que finalement, tu es en train de décrire typiquement ce que le taf d'un repreneur qui, lui, va analyser une boîte et va dire « Ok, quels sont les points d'action et les points d'optimisation ?» Une fois que lui l'aura vendu, parce qu'en effet, il est, entre guillemets, endormi au volant, mais c'est juste le pouvoir des habitudes. Nous-mêmes, on ferait la même chose au bout de 5-10 ans dans la même boîte. Mais toi, tu viens avec quand tu es repreneur, tu as cette chance de recommencer de zéro et dire, bon, même au niveau des process, mais aussi au niveau des personnes, bon, pourquoi cette personne elle est là à l'époque, peut-être qu'il fallait qu'elle soit là. Aujourd'hui, peut-être qu'avec l'IA, en fait, c'est un logiciel plus 20% du temps de l'autre personne. Et en fait, ça, c'est ce que cherche un repreneur. Tout ce que tu viens de citer, ça me fait penser à des choses que moi, je cherche dans mes critères. Mais c'est vrai que si tu accompagnes un vendeur à le faire avant, chaque euro économisé de charge et de BE en plus, c'est peut-être 3 à 5 euros de plus dans sa poche à la vente parce que tu multiplies par le multiple de la vente. C'est exactement ça, oui. Et j'avais la discussion l'autre jour avec un repreneur qui me disait, oui, mais ça veut dire que tu vas me vendre la boîte plus chère. Je lui dis, je te vends une meilleure boîte. Ça n'a rien à voir. Quand on disait tout à l'heure, j'ai trouvé une licorne d'une boîte qui est mieux organisée, etc., entre une boîte où tu as un homme orchestre et une boîte qui s'est travaillée pendant un an et demi à justement mettre de l'autonomie, de la délégation, des logiciels, peut-être de l'IA à optimiser, in fine, tu as plus envie de reprendre l'autre parce que, la deuxième version, la version améliorée, parce que tu sais que tu vas du coup pouvoir aller plus vite, plus loin sur d'autres sujets au lieu de faire des choses, on va dire, de base. Ouais, je pense que tu ouvres aussi en tant que
vendeur, tu ouvres ton champ des possibles de quel repreneur. Bien sûr. Parce que le repreneur qui veut mettre les mains dans le guidon, etc., qui est technique, c'est peut-être le gars comme moi qui fait son premier achat et qui veut absolument avoir le plus de marge de sécurité. Mais les repreneurs, justement, qui cherchent un truc qui tourne tout seul, ils sont prêts à payer plus cher. Bien sûr. Mais il faut que le travail soit fait. Oui, ou même une entreprise qui va être en croissance. Typiquement, si j'avais pas eu le directeur opérationnel des boîtes d'espace vert, jamais le gars m'aurait fait une offre, en fait. Parce qu'il était déjà bien occupé sur sa boîte et il cherchait qu'il y ait déjà quelqu'un qui soit à la tête de l'entreprise. Si ça avait été moi qui faisais les devis, la gestion des clients, etc., jamais il me l'aurait racheté. Parce que c'était pas son profil de recherche. Donc ça, c'est important, en fait, entre revendre à quelqu'un qui est un particulier, entre guillemets, comme toi ou moi avec un associé, mais on vient en gros avec seulement un chèque et des compétences, versus quelqu'un qui a déjà une boîte dans le domaine et qui veut s'étendre sur une zone géographique ou sur un nouveau service, un nouveau produit. C'est pas la même philosophie, en fait, de rachat, et on sait que la deuxième version est toujours mieux valorisée parce que, justement, tu peux rentrer sur, au lieu d'avoir 2 secrétaires, t'en auras peut-être qu'une et demie, et puis, en fait, le demi va te permettre de faire plus de ventes ou d'amener plus de liens ou plus de liens clients. Bref, ça va valoriser autrement, en fait. Après, c'est vrai que ça, c'est un peu le scénario idéal où tu vas acheter une boîte, justement, comme ça, qui est sous-optimisée, tu la repackage pour un plus gros acheteur. C'est peut-être aussi un peu là la magie de l'achat-revente de boîte. Je sais pas si c'est de la magie parce qu'il y a beaucoup de boulot. C'est ça, mais c'est clairement une possibilité parce qu'on est dans un marché où il y a de plus en plus de vendeurs. Ça va encore durer avec le papy boom pendant 10 ans. Alors, les chiffres, c'est 700 000, mais il est faux. Il est plutôt autour des 350, 400 000 entreprises à vraiment transmettre sur 10 ans. Ce qui est colossal, en plus des autres, en plus de celles qui sont déjà naturellement sur le marché. Donc quelqu'un qui va avoir 30-35 ans qui veut vendre sa boîte, il fait même pas partie de ce chiffre-là. Et donc tu as de plus en plus, moi je vois des repreneurs qui vont avoir une première reprise et qui vont en acheter une deuxième, une troisième dans le même domaine et les agréger. Et en fait la compétence qu'ils ont peut-être pas au début sur la technicité de l'une, après la première reprise, ils vont avoir cette connaissance technique et ça va être d'autant plus facile de racheter une deuxième, une troisième, une quatrième. Et ça, on le voit de plus en plus et c'est normal puisque tu vas avoir une concentration d'entreprises dans les mains d'une même personne parce que il n'y a pas assez de repreneurs, tout simplement. Donc, le marché est déséquilibré. Après, tu dis que c'est pas 700 000, c'est plutôt la moitié. Et après, sur cette moitié, par rapport à tes critères, justement, où tu décrivais un peu l'homme... orchestre qui fait tout, quel pourcentage de ces boîtes aujourd'hui dans l'état actuel sont vendables ou pas vendables? Il y a la BPI qui a sorti une super étude, mais j'ai plus du tout les chiffres en tête. Mais ils ont fait une étude à la fois quantitative et qualitative. Et donc les critères, par exemple, je sais qu'il y en a un, c'est 63% des dirigeants qui veulent vendre dans les 2 ans n'ont rien préparé. C'est énorme, ça veut dire que plus de 1 sur 2 qui va vendre en 2027 par exemple, ou début 2028, il n'a encore rien enclenché. Et j'ai signé un client il y a une dizaine de jours où c'est pareil, ils avaient un objectif 2028, 29, quelque chose comme ça. Et au départ, ils se demandaient mais pourquoi on va te payer dès maintenant? Et je leur ai expliqué, il y a ci, il y a ça, on peut augmenter la valeur. Et en fait, je peux vous emmener vers un plus bel exit que si on s'y prend 6 mois à l'avance et la seule raison pour laquelle vous allez faire appel à moi, c'est de vendre votre boîte. Mais alors je vais la vendre en l'état, entre guillemets. Et les gens arrivent à se rendre compte justement de la valeur d'anticiper comme ça? C'est pas simple, surtout sur des profils qui partent vers la retraite, pour être transparent. Donc mes clients pour l'instant sont plutôt des gens qui sont plus jeunes, 35, 40, 45 ans. Mais des personnes qui partent vers la retraite, pour l'instant ils n'ont pas cette ouverture, on va dire, à la compréhension. Et je pense que c'est aussi, nous, on le voit par nos âges, on est plus intéressé par la formation. Il y a énormément de ressources sur YouTube, le podcast, etc. Et donc, on se projette plus facilement dans payer une formation pour s'améliorer. Là où si tu as eu ta boîte pendant 30 ans, elle a toujours été rentable, tu as 62 ans, tu vas pas te dire, qu'est-ce qui va m'apprendre, entre guillemets. Donc ça, je l'ai déjà eu comme feedback, c'est... Mais qu'est-ce que vous allez m'apprendre, monsieur? Ça fait 30 ans que la boîte tourne, elle gagne de l'argent, je vais bien réussir à la vendre. Et je suis désolé, mais non.
Surtout avec une attitude comme ça d'arrogance et de supériorité. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu peux la vendre. Rentable et vendable, c'est vraiment deux sujets différents. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi tu te focuses. Est-ce que tu cherches encore aussi à acheter, à reprendre quelque chose? Pourquoi pas? C'est pas la priorité. Mais par exemple, il y a une boîte avec qui on a commencé les discussions en 2021 et j'espère un jour la reprendre parce qu'elle m'intéresse toujours. Et tous les 3-4 mois, j'envoie un petit mail ou un petit coup de téléphone pour voir où on en est dans le process, etc. quoi. Donc eux, ils avaient des sujets de fiscalité, tout ça à régler, de structuration juridique. Donc ça a pris un certain temps. J'espère que ça se débouclera, mais c'est pas la priorité absolue, on va dire. Ok. C'est une boîte dans quel domaine, par curiosité? L'informatique, on va dire au sens large. Ok. Parce que justement, c'est ça qui m'intrigue dans ton profil. Tu as un profil informatique et tous les deals dont on a parlé, c'est 0% technologique. Ouais. Est-ce que cette thèse tient pour toi? Pourquoi tu cherches des choses un petit peu très non digitales, entre guillemets, et aujourd'hui, comme justement à chaque épisode, je parle de l'explosion de l'IA et peut-être d'ailleurs l'opportunité d'optimiser des entreprises avec l'IA. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans ton quotidien en termes en tant que repreneur ou vendeur? Je pense que ce qu'on appelle souvent les boring business ont un super avenir. Parce qu'avant d'aller IAiser un plombier ou un électricien, il y a encore un peu de chemin. Je dis pas que ça va pas arriver. Je dis pas que il va pas y avoir un robot qui va te porter des plaques de plâtre jusque sur ton chantier. Mais d'ici à ce que ça soit posé par un robot, il y a encore, à mon avis, un petit monde. Donc si tu veux bien gagner ta vie, franchement, tu as fait un CAP plombier, électricien, etc., mais rachète une boîte. L'autre jour, j'ai vu un gars qui était à 16 ans apprenti boulanger. Il a racheté la boulangerie pour pouvoir faire son CAP en formation. Moi, j'ai trouvé ça mais génial. Au lieu d'avoir une boulangerie qui ferme parce que c'est au milieu de nulle part, entre guillemets, et que il y a de toute façon pas de boulanger intéressé, à 16 ans, il est en train de créer son capital pour toute sa vie, en fait. J'ai trouvé ça mais magnifique, quoi. Je suis très content de ce que tu viens de sortir comme punchline, parce que je n'ai pas encore parlé, parce que c'est pas encore officiel, mais je pense que le temps que cet épisode sorte, j'aurais le droit de le dire, l'entreprise qu'on essaie nous de racheter depuis 6 mois, ce sera fait d'ici la sortie, c'est littéralement un job board dans le BTP. Donc tu vois, tu parles de plombier, moi je cherche dans le digital, mais il faut toujours se poser la question de, ok, mais ça va tellement vite, quels sont les business, surtout si tu regardes les SaaS, les choses comme ça, qui dans 3 mois n'existeront plus, Et merci du coup pour la passe D sur le côté. En effet, il y aura toujours besoin de plombiers et de les recruter. Oui, et l'IA peut venir sur toute la phase recherche de clients, devis, répondre aux appels. J'ai discuté récemment avec un gars que j'ai accompagné vers la session. Lui, il a maintenant réinvesti dans une boîte qui fait de l'IA et des agents pour répondre, par exemple, ou pour faire de la prospection. Et typiquement, il expliquait, ils ont un client... ces commerciaux, ils devaient appeler 40 ou 50 personnes pour savoir s'il fallait passer une nouvelle commande, etc. Et là, ils ont mis en place une IA. Clairement, tu l'entends que c'est une IA. Et c'est genre, je suis Claudine, l'assistante virtuelle de nanana. Est-ce que vous voulez prendre un appel avec notre commercial pour passer une nouvelle commande? Et si le gars en face, il répond non, en fait, ton commercial, il a plus besoin d'appeler des gens qui sont froids, en fait. Et il appelle plus que des gens à convertir. Je suis totalement d'accord sur cette vision de aujourd'hui, les appels, c'est pas encore prêt, tu entends que c'est une IA, mais il y a totalement la possibilité de te présenter, d'utiliser des bots et les configurer pour dire je suis l'assistant de, et tu fais la partie qui n'a pas de valeur, tu qualifies. Oui, mais en plus, il nous a montré des exemples où, donc des vrais échanges en fait, avec des artisans qui passaient commande, c'était du matériel, je sais plus, électrique, je crois. Et tu sens au départ que les gens sont vraiment dubitatifs, genre dans leur réponse. Oui, je suis intéressé, etc. Et en fait, au fur et à mesure que l'échange dure peut-être 1 minute 30, tu sens que, en fait, ils répondent juste aux questions comme si c'était un truc automatique, tu vois, des répondeurs un peu où tu choisis 4, 5 dans des menus. Là, c'est la même chose, sauf qu'ils répondent à la voix, quoi. Et pardon, mais ce client, il a
il gère une boîte comme ça ou il a utilisé un service comme ça pour optimiser sa boîte? Donc, il a vendu sa boîte et il a réinvesti dans une boîte qui fait ça maintenant. En France? Ouais. Ok, il faudra qu'on échange. Avec Moi, mon tu vas lui faire un coup de pub. On peut citer non, justement, on a passé la matinée avec mon associé à screener tous les outils. Donc, ça se trouve, on ira tester celui-là. Avec grand plaisir. Si tu dis qu'il marche bien. Bah, en tout cas, les démonstrations qu'il m'a présentées dans un mastermind étaient vraiment convaincantes. Et ils ont... Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'IA pour faire de l'IA en ce moment. Trouver des cas vraiment utiles de où est-ce que tu l'implémentes et qui te fait réellement gagner de l'argent, c'est ça qui fait la différence. Parce que tu peux te perdre en plein de choses. Moi, je vais le dire, j'ai testé des IA, par exemple, pour faire mes contenus. Et en fait, ça sonne pas bien. Ça s'écrit pas comme j'écris. Malgré le fait que je lui ai envoyé 300 posts que j'ai écrits à l'avance, moi-même à la main, etc., il n'y arrive pas. Donc, tu te sers de l'IA pour trouver parfois des idées d'angle, mais in fine, j'écris quasiment tout à la main, quoi. Et je trouve que le gain réel, c'est, OK, comment est-ce que j'organise ma diffusion et ma multi-réutilisation. Par exemple, mon LinkedIn, mon Instagram, mon TikTok, mon YouTube Shorts, mon YouTube Long. T'as tout ça? Ouais. Mais en fait, c'est la multiplication des points de contact qui fait que les gens, en fait, trouvent que tu as une crédibilité parce que mon message, il est le même sur toutes les plateformes, sauf que y a des gens qui sont pas sur LinkedIn, qui vont être sur YouTube et ainsi de suite. Donc là, YouTube, moi, ça fait depuis le début d'année où je m'y suis mis. J'ai pas des vues de fou, pardon. Mais je sais que, par exemple, les clients que j'ai vus récemment, ils en ont vu 2-3. Et ça, en fait, c'est un biais de confirmation, en fait. Quand tu as vu ma tête 20 fois en shorts, plus 4 posts, plus 3 newsletters, plus 2 YouTube longs, en fait, pourquoi t'irais voir ailleurs, entre guillemets? Donc, l'IA, là, elle m'aide à me dire, OK, en fait, ce morceau-là, quand je fais un YouTube de 15-20 minutes, tu prends Opus qui va te le découper en morceaux de 1 minute qui vont être vraiment intéressants. Avec 1 heure de réédit, là, tu as généré toute une semaine de contenu. Et ça, je trouve ça intéressant, par exemple. Ça te sert aussi à brainstormer, trouver des idées d'articles, j'imagine. Oui, et ça permet de retrouver des moyens, parce que des fois, trouver des nouvelles idées, je veux dire, c'est fatigant. Au bout d'un moment, le sujet est limité. Surtout si tu veux pas rentrer dans la valorisation des boulangeries bio à l'époque, qui ont vraiment une spécificité, tu vois. Ça devient difficile, en fait, d'être créatif, mais des fois, en remixant les idées. L'autre jour, je lui ai envoyé toutes mes newsletters depuis 2022, je crois. Et il m'a dit, tiens, en fait, ça, t'en parles pas beaucoup sur LinkedIn, mais tu l'as écrit beaucoup dans tes newsletters, donc ça peut être intéressant. Très, très bonne idée, je note pour notre plan de contenu. Et donc, si je comprends bien, ton livre, il n'a pas été écrit par l'IA, c'est toi qui l'as écrit? En partie par l'IA, en fait, pour donner des idées. Et honnêtement, au départ, je m'étais dit, ouais, OK, ça va être facile et tout, l'IA va le faire. Et en fait, tu sens que ça manque de structure, de liaison. Il n'y a pas d'exemple réel, ou alors il va t'inventer des trucs bidons. OK. Et donc, tu replaces tes propres anecdotes. Et je pense que au départ, je lui avais fait tout écrire et j'ai dû réécrire 80% en fait. Okay. Ça t'a guidé, par contre. Mais ça a quand même aidé, je trouve. Il y a des trucs que j'aurais pas forcément abordés si l'IA les avait pas mis dans le premier draft, quoi. T'as testé ou réfléchi ou fait des calls avec les services de ghostwriting de livres, par curiosité? Non. J'en ai vu un en vente. Je trouve que le business est intéressant, mais je me demande comment ils vont survivre avec l'IA. Est-ce que c'est plutôt... tu vois, toi, t'as fait ton livre tout seul. T'as pas utilisé un service comme ça, donc... Dans les business que j'ai eu, il y avait comment devenir best-seller sur Amazon aussi. Ok. Et donc j'ai réfléchi parfois, et j'y réfléchi, des fois ça me tente encore. Et je l'ai fait surtout sur le marché anglophone. J'ai beaucoup accompagné de boîtes aux États-Unis et en Angleterre à être numéro 1 des ventes. Ok. Parce que tu as des stratégies à mettre en place pour vendre ton livre de manière plus ou moins simple. Okay. Et donc j'avais réfléchi à être ghostwriter pour ces boîtes-là et de me dire ok, je vais faire de l'IA en même temps. Et après voilà, c'est pas forcément mon kick absolu. Donc voilà. Bon, en tout cas, le livre on le verra pas aujourd'hui si j'ai bien compris. Et non Théo, parce que je les ai oubliés chez moi. J'ai vu toutes les photos de tous les chanceux qui ont reçu une version signée du livre sur ton site. Je te l'enverrai avec grand plaisir. Non, je veux que ce soit en présentiel avec la photo. Si j'ai pas la photo, mais on se reverra avec le livre. Sur Paris alors, au prochain apéro ou déjeuner transmission. Déjà ce soir. Il est pas en Kindle non plus, ça c'est une stratégie.
Parce que moi, je consomme tout sur Kindle. Si, il est en Kindle. Ok, je l'ai pas Il trouvé. est sur Amazon, donc il doit être en Kindle. Bon, mais je rechercherai. Mais moi, je mets en avant mon propre site Oui. avec les liens. Pourquoi ? Pour pouvoir collecter les adresses des gens. C'est toujours intéressant. C'est aussi une preuve d'engagement. Je veux dire, si tu as mis déjà quasiment, il est un peu moins de 15 euros pour acheter un livre Bien et sûr. que tu as un profil de cédant, je me dis, tu es quand même enclin à me faire confiance déjà. C'est un premier pas avant d'aller débourser quelques milliers d'euros pour bosser ensemble. Et pour rappel, du coup, c'est quoi la thèse du livre? De quoi tu parles? Donc, c'est vendre son entreprise et augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. C'est quoi Est-ce que tu as, pas, X piliers à l'intérieur? Premièrement, retravailler tous ses coûts. Comme on a dit tout à l'heure, le local qui était en trop, mais souvent tu as une assurance qui a pris 300% au fur et à mesure des années et pour rien. Deuxième pilier, c'est diversifier ta clientèle et diversifier tes fournisseurs. Ok. Si tu as trop de dépendance à l'un ou l'autre, ça peut être problématique au moment de ta vente. Et ça, c'est un truc à anticiper fortement parce que je discutais avec un monsieur qui a vraiment eu une très belle success story dans tout ce qui était équipement automobile. Mais en gros, ils avaient 2 clients, quoi. Ils avaient Stellantis et je sais plus qui à côté. Et s'il y en a un des deux qui décide que c'est fini, parce qu'il a trouvé ailleurs, ta boîte, elle est finie, quoi. Troisième... Pardon ? Ouais, mais t'as raison que ça, c'est dangereux pour l'entrepreneur. Mais c'est surtout que ça rend la boîte invendable. C'est-à-dire que si l'entrepreneur veut vivre avec ce risque, ok, mais un repreneur n'ira pas où parce que tu payes justement un multiple de ce que ça rapporte sur une année. Tu sais pas combien de temps c'est un de ces 2 clients va rester. L'autre jour sur Instagram, j'ai mis une story ou même un short, je sais plus, et je reprenais un morceau de journal de M6 et on voyait une société qui était spécialisée dans tout ce qui était dédouanement des colis chinois. Donc les Chines et tout ça, ils sont passés de 200 000 colis à 0 parce qu'on a mis en place la taxe des 3 euros ou quelque chose comme ça sur chaque colis. Ok. Les Chinois ont fait ok, on va envoyer ça en Belgique parce que pour l'instant il n'y a rien en Belgique. Et le gars en France, il a des équipes, un hangar, tout ce qu'il faut pour faire tourner 200 000 colis, mais plus aucun colis, quoi. Et ça, alors tu peux dire ouais, j'avais 3 clients parce que j'avais Chine, Alibaba et puis je sais pas qui. Mais en fait, c'est entre guillemets le même client. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est difficile parce que d'un seul coup, sa boîte, elle vaut 0, quoi. Le temps que en Europe, on n'a pas harmonisé la règle sur les petits colis, ils n'ont plus aucune raison de le faire transiter par Charles de Gaulle, et donc ils vont l'envoyer en Belgique, ils vont l'envoyer en Lituanie ou j'en sais pas où, quoi. Donc ça, c'est optimiser la dépendance à certains clients, fournisseurs, peut-être même employés d'ailleurs, tant qu'on y est. Aussi, oui. Parce qu'il y a d'autres choses dans les chapitres bonus. Là, tu me prends de court. Non, mais c'est très bien, on va les savoir un petit peu la base. Okay. Ça, c'est les 3 grands axes, on va dire. Et après, il y a tout ce qui va être logiciel. Il y a beaucoup de logiciels dans les entreprises qui sont pas du tout optimisés, enfin utilisés à leur capacité, parce que on a l'habitude que X ou Y fait ça. Je sais que nous, dans les espaces verts, on avait des logiciels qui étaient des logiciels fermés, et c'était l'enfer pour les connecter à autre chose. Donc, mine de rien, quand d'un seul coup ta comptable, elle doit faire sa réconciliation bancaire et tout ça, avec des virements, des chèques, des trucs en cash, tu te retrouves dans un enfer de logiciels. Et des fois, changer de logiciel, ça va être une bonne solution aussi pour améliorer ton entreprise. Par curiosité, dans une boîte comme celle que tu avais dans les espaces verts, combien de pourcentage des coûts ou du temps passé, tu considères, étaient appliqués à l'administrative ou des choses un peu low value? J'ai plus les chiffres en tête, pour être précis, mais ça coûtait très cher. Et ça a été une des problèmes sur notre rentabilité à un moment. C'est qu'il y a eu beaucoup plus d'un seul coup d'administratif à faire. Ok. Et il y a beaucoup de clients, par exemple, comme c'est des espaces verts, c'est des clients qui ont 70, 80 ans et qui payent par chèque. Mais entre celui qui t'envoie le chèque, donc déjà tu vas encaisser l'argent, déjà il faut que le chèque arrive chez toi, que tu l'encodes, etc. Donc tu as déjà 10 jours dans la vue. Donc techniquement elle est payée, mais t'as pas le cash. Mais encoder un chèque, c'est hyper chiant. Moi, je l'ai fait pendant l'été où la comptable a été en vacances. Ah ouais. Et donc, c'est moi qui disais, voilà, tel chèque, c'est telle facture, etc.
Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en faisant le boulot, et ça, c'est pas un truc que tu vois dans tes audits, parce que la comptable, en fait, elle le fait, c'est habituel, et ça la gêne même pas, en fait. C'est son boulot. Ouais. Et en fait, c'est là où, quand tu as repris la boîte, et que d'un seul coup, tu te fais quand tu te mets à faire le job, parce que quelqu'un est malade, quelqu'un est en vacances, et puis il faut encaisser le cash, et que tu as 15 000 ou 20 000 euros de chèques qui sont là en attente, bon, t'inquiète que tu apprends vite à faire le logiciel, mais c'est là où tu te rends compte que, en fait, encaisser un chèque, ça te prend 7 minutes. Ok. Je savais pas que Mais c'était... 7 minutes fois le nombre de chèques que tu as, surtout Ouais. dans notre boîte, c'était monstrueux en termes de temps. Ok. Ouais, mon cerveau se connecte toujours à réfléchir à l'opportunité optimisation IA en 2026. C'est que tu vois, je trouve ça intéressant de Ouais, dire mais les boîtes. quand tu prends un boring business, entre guillemets, et qui est très B2C, avec des clients âgés, le cash et les chèques, c'est une réalité. Et ça, il n'y a pas un petit IA qui va te le faciliter. Si ton logiciel dans lequel tu es, entre guillemets, bloqué Il est fermé. est fermé, Ouais. tu sais rien optimiser, connecter, etc. quoi. Moi, je pense que c'est quand même un bon challenge. En fait, j'aimerais bien te lancer sur ce qu'on a dit tout à l'heure, de quelqu'un qui veut racheter une boîte et en fait qui n'en a jamais géré. Mhm. Donc, je vais te redire quel conseil tu donnerais. Et puis tu peux dire, alors justement, peut-être distinguer ceux qui ont déjà géré des boîtes avant. Enfin, je sais pas si tu veux. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut racheter une boîte aujourd'hui? Premièrement, déjà de s'y mettre réellement, donc déjà de bloquer du temps tous les jours pour s'y intéresser. Et s'y intéresser, c'est pas forcément faire que de la recherche de boîte. C'est se renseigner justement sur ce que je disais tout à l'heure, le management, où moi j'étais moins compétent, clairement. Même les chiffres au début, c'était moins ça, mais les bilans, maintenant, des bilans, j'en ai lu des centaines, des milliers, donc ça va très vite. Mais si tu n'as jamais fait de comptabilité, c'est difficile de te projeter en tant que repreneur et d'être serein, en fait, que tu dois d'un seul coup payer un comptable qui va te coûter 5-10 000 euros pour étudier un dossier, sauf que toi, tu vas en avoir 4 ou 5 en même parallèle. Donc, je trouve que ne pas comprendre la comptabilité, c'est quand même problématique le jour où on veut reprendre une boîte. Parce que on a beau faire planter des fleurs, monter des murs ou faire de l'IA, à la fin, c'est de la rentabilité que tu cherches. Entre ton chiffre d'affaires, comment est-ce que ton chiffre d'affaires il est dépensé, quelles charges vont où, etc. Je trouve que c'est vachement important. Ouais, surtout que quand tu rachètes une boîte, du coup, t'es pas le gars qui est censé être technique, t'es censé être le développeur de la boîte. Ça, c'est un des profils. Tu pourrais être le gars technique. Ok. Mais même si tu es technique, si d'un seul coup on te dit, en fait, la boîte, ouais, t'inquiète pas, elle gagne 100 000. Alors, regarde, là, il y a écrit 100 000 en bas. Ouais, mais écrire 100 000 en bas d'un bilan, d'un compte de résultat, ça veut rien dire, en fait. Comment est-ce que tu as construit ces 100 000? Est-ce que c'est 100 000 parce qu'en fait, tu as tout délégué en sous-traitance? Mais alors, le jour où c'est plus toi, parce qu'il y a beaucoup de boîtes comme ça, par exemple, dans le BTP, où les gars gagnent des contrats et derrière, ils font que de la sous-traitance. Et moi, j'ai déjà vu beaucoup de communautarisme là-dedans. Donc, tu as quelqu'un qui va être d'origine, peu importe le pays, en fait, et il va travailler qu'avec des sous-traitants de la même origine. Et si toi, tu rachètes cette boîte-là, c'est hyper dangereux parce que si t'es pas du tout de la même origine, les mêmes cultures, les gars, ils vont plus bosser avec toi ou plus aux mêmes conditions et ta boîte, elle vaut entre guillemets rien, tu vois. Et ça, c'est pas marqué sur le bilan. Non, c'est pas écrit dans le bilan. Mais ton bilan te permet de te dire, en fait, j'ai X sous-traitants. Et puis d'un seul coup, tu vas creuser dans tes sous-traitants, tu vas dire, mais en fait, ils ont tous la même type de consonance de nom. Et il n'y a aucun problème, en fait, à ça. C'est juste que si toi, t'es pas de cette communauté-là, clairement, ça fait un gap qu'il va falloir combler et potentiellement, c'est un risque, en fait. Et ça, c'est des trucs que tu apprends qu'avec l'expérience, je pense. Oui, et c'est en voyant beaucoup de boîtes, en fait, que tu te rends compte que tu vois des chemins se répéter, en fait, des schémas qui vont dire, voilà, ça devient problématique. Ça, j'ai vu dans une autre boîte et ça peut être intéressant. Ou alors, là, je vois aucun problème particulier. Donc, on va aller faire une LOI et puis après, on va faire des audits. Et là, tu peux commencer à engager un comptable qui va aller vraiment creuser sur, OK, est-ce que toutes les dettes fiscales sont en ordre, tout le côté social. Il y a tout un exercice, en fait, où je pense que le repreneur doit avoir quand même une bonne compétence de comprendre un compte de résultat, de comprendre comment l'entreprise gagne et dépense son argent.
si tu n'arrives pas à analyser ça, c'est quand même, à mon avis, problématique de reprendre une boîte. Tu parlais de management, du coup, des bases de gestion d'entreprise. Quelqu'un qui a... C'est un peu la mode maintenant, entre guillemets, la reprise d'entreprise. Quelqu'un qui voit juste des vidéos YouTube et qui a jamais été entrepreneur. C'est peut-être aussi dangereux de racheter une boîte avec 10 personnes et jamais avoir managé quelqu'un. Je pense que si tu te formes et que tu sais que tu ne sais pas le faire, en fait. Ok. Le problème, c'est toujours, tu sais, ce que tu sais que tu sais pas, et ce que tu sais pas que tu sais pas. Et le problème, c'est si tu restes dans cette troisième phase et que tu te rends pas compte, et d'un seul coup, tu vas te retrouver à la tête de 10 gars et tu vas les mettre dans le mur. Et ça, mine de rien, je veux dire, moi, une des motivations, c'est aussi un sentiment patriotique. Je reste poli. Ça m'embête de voir des entreprises qui se font taper la figure parce qu'on a mis une réglementation en Europe et finalement tu peux faire venir n'importe quoi d'ailleurs dans le monde qui vont venir matraquer des entreprises. Je trouve ça vraiment scandaleux. Tu parles de quel type de business? Typiquement, tout ce qui vient de Chine. Okay. Tu n'as pas du tout les mêmes conditions de fabrication, les mêmes normes, etc. Ça peut être les mêmes fabricants, sauf que pour les produits Chine, ils vont mettre un truc qui est totalement interdit en Europe. Ils ont prouvé sur les jouets, tout ça, 80%, ils sont pas conformes à nos règles. Donc ça rentre. Et ça rentre sans problème. Et ils payent zéro quasiment de frais de port alors que ça traverse le monde. Comment veux-tu derrière qu'une boutique qui est en centre-ville, qui a un loyer de 2000 balles, qui paye un salarié, tout est déclaré, etc., il peut pas être compétitif en fait. Donc d'un seul coup, on a des réglementations au niveau européen, au niveau français, des fois, où on se tire une balle dans le pied, clairement. Et ça, c'est un de mes chevals de bataille. On peut en faire un deuxième podcast dessus. Complet. Ok. Et dans le bâtiment, tu en parlais aussi, il y a des choses un peu comme ça qui se passent ou c'est moins... Dans le bâtiment, tu as toute la problématique de les gens qui viennent de Roumanie, de Pologne, où tu as mes anciens compatriotes. Non, mais je veux dire, tu as des vraies problématiques de dumping social propres à l'Europe déjà. Parce que tu vois que tu peux faire venir un chauffeur routier de Bulgarie, etc. Le mec, il va être payé 450 balles, comparé à un chauffeur que tu vas payer ici 3000 balles. Tout ça, il y a des règlements qui sont... Et ça, c'est important quand tu analyses une boîte aussi. Est-ce que d'un seul coup, demain, un truc qui vient de Roumanie ou de Chine ou de n'importe où, ou d'Amérique, va pouvoir me mettre à terre, en fait. Et ça fait partie des choses, moi, auxquelles je réfléchis avant de regarder une boîte, quoi. Ouais, les risques, un peu les risques macro, les risques... Oui. Justement, prendre C'est-à-dire, par exemple, dans les espaces verts, avant qu'il y ait un mec qui vienne prendre le boulot parce qu'il a un avantage salarial, le risque est plutôt faible. Okay. Mais par contre, on faisait face à tous les gars qui travaillent en non déclaré. Et à un moment, on était sur un site, on proposait nos services, etc. On faisait des offres et on gagnait rien. Je comprenais pas. Et je voyais 30, 40 personnes qui répondent à cette demande. Je sais, mais c'est quand même bizarre, quoi. Donc j'ai dit à mon directeur, tu vas mettre une annonce pour couper ta haie, on va voir qui répond. Et t'as des gars qui débarquaient avec la salopette de travail des concurrents et qui disaient, bon alors je te fais ça pour 30 balles. Et donc là, en fait, d'un seul coup, tu te retrouves en compétition complètement désavantagée. C'est que nous, on avait des camions, des charges, des assurances, etc. versus un gars qui fait ça de la main à la main. Ouais. Donc ça, c'est toute la problématique de la fiscalité, c'est qu'au bout d'un moment, trop de charges tue l'emploi, mais aussi tout le monde veut toujours plein de services sans payer, donc c'est très compliqué. En tout cas, tu nous avais expliqué tout à l'heure, il y a les chèques emploi-service, c'est ça, qui sont un bon système pour... le nom de titre. C'est un crédit d'impôt, voilà. Mathieu, du coup, merci, on se retrouve à 18h30 pour l'apéro. Merci pour avoir répondu présent. Merci pour l'invitation. Bonne journée.